Imagine que tu es sur le point d'acheter un sac de seconde main, que tu reçois quelques photos. Pourtant, c'est exactement à ce moment précis que le doute commence. Chaque jour, des millions de transactions de seconde main reposent uniquement sur quelques photos et quelques mots. Est-ce que le sac est réellement dans l'état annoncé? Les photos montrent-elles tout? Est-ce que peut-être quelque chose m'échappe? Nous sommes en 2026. Il n'a jamais été aussi facile d'acheter de la seconde main, alors pourquoi c'est encore aussi stressant? Pour comprendre ce problème, j'ai commencé par regarder des dizaines d'annonces de seconde main et très rapidement je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. La première chose qui ne va pas, ce sont les descriptions. Excellent état, très bon état, comme neuf. Veulent dire quoi? Ces termes, ils vont dépendre justement fortement de la perception de chaque personne. Par exemple, très bon état pour une personne peut signifier seulement 5 rayures. Pour une autre personne, cela peut être 10 rayures ou simplement un coin abîmé. Personne ne le sait vraiment parce qu'il n'y a pas de définition universelle du très bon état et du excellent état. Je trouve qu'ils ne décrivent pas assez la nature du produit. Ces termes ont été utilisés à tort et à travers depuis des années, même avant l'essor de la seconde main. Ils ont tout simplement été reproduits sans jamais évoluer vraiment. Et certains termes comme excellent état ou très bon état sont des termes qui sont quand même assez proches et il est assez difficile de faire la différence entre eux. Ces termes donnent tout simplement l'impression ou l'illusion d'informer, mais en réalité ils vont plutôt nous obliger à nous en tant qu'acheteurs d'interpréter l'état du produit en lui-même. Ils résument tout simplement un objet en 3 mots, alors qu'un sac justement de seconde main, il possède une histoire, une usure et une particularité qui lui est propre. Et le problème n'est pas seulement le manque d'informations, c'est surtout la qualité de ces informations qui nous sont données. Parce que entre un excellent état et une véritable description, concrètement, il existe un fossé. Je pense vraiment qu'à ce stade de mon enquête, j'ai vraiment pu identifier un problème parce qu'on fait vraiment face à des descriptions qui sont quand même assez vagues. Et c'est pour ça que je me pose une question, mais les photos et vidéos, elles ne sont pas censées combler un manque d'informations. Et c'est pour ça que j'ai justement décidé d'analyser les annonces beaucoup plus en détail et c'est là que j'ai remarqué un second problème. Toutes ces photos et toutes ces vidéos, elles ne montraient pas toute la même chose en fait. Il y en a certaines qui mettaient en avant l'extérieur du sac, il y en a d'autres justement qui vont mettre en avant l'intérieur, certaines elles vont montrer les détails. Et d'autres vont se contenter de justement quelques photos générales et de dire bon bah c'est bon, j'ai juste montré, voilà, au moins juste pour dire de mettre des photos. C'est là qu'on arrive au constat où on peut se dire que chaque vendeur décide lui-même de ce qu'il veut montrer. Et c'est pour ça que je me dis mais finalement comment on peut comparer objectivement deux sacs lorsque les informations qu'on nous présente ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'un vendeur va nous montrer les coins, un autre ne va pas du tout nous les montrer. Un vendeur va montrer l'intérieur, un autre pas du tout. Et on se retrouve à devoir nous-mêmes combler un manque d'informations. Et c'est pour ça que pour conclure cette partie 1, je dirais que le problème n'est pas uniquement le manque d'informations, c'est le manque et l'absence d'un standard commun. Parce on se retrouve à un point où chaque vendeur va décrire son produit de sa propre manière, va décrire son sac à main de sa propre manière. Chaque vendeur souhaite ce qu'il veut montrer et c'est tout. Et au final, on se retrouve avec un problème, c'est que nous-mêmes, en tant qu'acheteurs, on est obligés de combler un manque d'informations. Mais du coup, c'est quoi finalement
l'impact de l'absence de ce standard en fait. Et bah, l'impact de cette absence de standard, c'est la confiance. Parce que lorsqu'on achète un produit neuf, on fait généralement confiance à une marque, ça peut faire des années qu'on achète chez elle, on sait à quoi nous attendre, on connaît déjà les produits, on sait déjà dans quel état on va les recevoir, donc c'est une relation qui est totalement différente. Mais par contre, dans la seconde main, la situation, elle va être totalement différente. Parce qu'on ne va pas acheter à une marque, mais on va acheter à des personnes réelles que nous ne connaissons pas, uniquement en fait à travers quelques photos, quelques descriptions, et en fait parfois on va leur acheter juste après seulement quelques évaluations. Et c'est pour ça que dans ces conditions d'achat, le moindre détail il peut avoir une importance qui est concrètement considérable en fait. Parce que c'est que lorsqu'on va avoir des informations qui vont manquer, forcément on va douter en fait. Et vu qu'on va douter sur ce qu'on achète parce qu'on n'aura pas accès à toutes les informations, on va pas forcément avoir confiance envers le vendeur. Et c'est ça qui va instaurer une certaine méfiance. Parce que nous, en tant qu'acheteurs, moins on a confiance, plus on va douter. Donc forcément, plus on va demander de photos, plus on va demander de vidéos, plus on va demander d'explications. Et du coup, nous, en tant qu'acheteurs, on a l'impression de perdre notre temps. Du coup, on va renoncer à l'achat ou en fait, finalement, on va le remettre à plus tard, en fait. Et finalement, on se retrouve à... Le fait d'acheter un produit de seconde main ne va pas uniquement consister à seulement évaluer l'objet, un sac à main éventuellement, mais en fait, on va devoir aussi analyser derrière la personne qui va vendre l'objet. Et c'est là que ça rend les choses beaucoup plus compliquées. En parlant de confiance, il y a une expérience qui m'a profondément marquée et qui a changé ma vision de la seconde main. En fait, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai acheté un Dyson Airwrap ID sur une plateforme de seconde main. L'annonce, au premier abord, semblait vraiment sérieuse. Ça paraissait clean, vraiment, les photos étaient vraiment rassurantes. Je veux dire, j'avais même une facture qui était fournie avec, quoi. Donc à première vue, tout semblait normal. Donc du coup, j'ai commandé mon Dyson. Et le problème, c'est que quand j'ai reçu le produit, en fait, il y a vraiment quelque chose qui m'a fait tilt, en fait, c'est que j'arrivais pas à le connecter à l'application My Dyson. Parce qu'il faut savoir que sur un AirWrap ID, on peut le connecter en fait sur l'application My Dyson pour faire les boucles, tout ça. Et au départ, je me suis dit tout simplement un problème technique, donc du coup, j'ai contacté la vendeuse en fait. Et la vendeuse, le problème, c'est qu'elle était quand même assez floue dans ses explications. Donc en fait, elle m'a expliqué que Dyson était encore connecté sur son téléphone, que c'était pour ça que je pouvais pas le connecter, tout ça. Donc elle a continué à me parler pour que je retarde en fait le litige jusqu'au dernier jour pour que l'application valide la vente. Sauf que moi, entre-temps, je voyais que ça allait pas. Je veux dire, elle était vraiment floue dans ses explications, tout ça. Donc j'ai pris la facture et le Dyson et je suis allée chez Boulanger. Voilà. Pour avoir des explications de ce qui se passait. Et en fait, quand ils ont regardé la facture, ils ont vu qu'elle a très bien acheté un Dyson à Boulanger, mais que le Dyson en question a été ramené 2 jours après pour se faire rembourser. Donc c'est-à-dire qu'elle a réussi à se procurer une vraie facture, mais à côté de ça, elle m'a vendu un faux Dyson avec une vraie facture de Dyson de chez Boulanger. Du coup, j'ai réfléchi au rôle en fait des plateformes et je me suis dit que lorsqu'on a un doute, c'est souvent à nous-mêmes de chercher les réponses. C'est souvent nous qui devons en fait justement se poser des questions et vérifier les informations, et je pense que sincèrement, tout ne devrait pas uniquement se reposer sur nous en fait en tant qu'acheteurs. Les plateformes, elles ont également un rôle à jouer dans la qualité, la fiabilité et la transparence des informations qu'elles transmettent. Aussi, je me suis posé une autre question. Je me suis dit, mais... Parce que là, en l'occurrence, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je me suis dit, mais si en fait, j'avais jamais remarqué, j'aurais probablement validé la vente, j'aurais probablement dit que finalement tout allait bien et j'aurais continué à utiliser le Dyson
en pensant qu'il est authentique, je m'en serais peut-être probablement jamais rendu compte si je n'avais pas enquêté moi-même, ou peut-être que je m'en serais rendu compte quelques mois plus tard, sauf que le litige aurait été fermé. Et c'est pour ça que je trouve clairement que le système repose entièrement sur notre capacité à nous à repérer les problèmes. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tous des experts. On ne veut pas tous non plus perdre notre temps à mener une enquête parce que quand on achète un produit, on a envie de l'avoir, l'utiliser et c'est tout. Et en fait, on devrait justement pouvoir acheter en confiance. Parce que quand je regarde, le problème ne concerne pas uniquement ce Dyson. Le problème va concerner en fait des milliers d'annonces. Et c'est ça que j'ai observé à plusieurs reprises, c'est qu'en fait ce problème apparaît sur des milliers d'annonces de seconde main parce qu'on va avoir des descriptions qui vont être souvent subjectives, des vraies factures qui ne vont pas correspondre au produit, des photos qui ne montrent pas toutes les informations, des acheteurs qui recherchent constamment à être rassurés parce que c'est vrai que nous en tant qu'acheteurs, forcément moi je sais que quand j'achète un produit j'ai envie d'être rassurée sur ce que j'achète et j'ai vraiment pas envie de me faire avoir. Et finalement, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû mener ma propre enquête pour comprendre et pour savoir réellement ce que j'ai acheté. Donc au départ, je pensais sincèrement que ces problèmes étaient indépendants des autres. Mais quand on réfléchit, en fait, le problème, c'est pas uniquement le produit, le vendeur ou la plateforme. C'est justement le problème de manque de transparence. Parce que lorsqu'il n'existe pas de méthode claire pour documenter, vérifier et transmettre les informations sur les produits qui sont vendus et réorganiser tout ça, en fait, on se met à douter. Et le problème, c'est vu qu'on doute, on n'a plus confiance et on n'a plus tout simplement envie d'acheter, en fait. Donc justement, après avoir analysé une dizaine d'annonces, j'ai finalement fini par comprendre que le problème ne vient pas qu'il manque des plateformes, parce qu'il y en a énormément. C'est pas qu'il manque des produits parce que on est justement en fait inondé et submergé par des annonces de seconde main. Le problème réel, c'est le manque de transparence dans tout ça. Et c'est pour ça que, après réflexion, je me dis qu'il y a vraiment 3 éléments qui reviennent. Et le premier, c'est la fiabilité. Parce qu'une information, elle a de valeur que si elle est fiable. Peu importe sa forme, si l'information elle est fausse, incomplète ou elle est trompeuse, nous en tant qu'acheteurs, franchement, on n'a plus confiance du tout en fait. Et le deuxième élément, ça va être la cohérence parce que toutes les informations, elles doivent forcément raconter la même histoire. Les photos, elles doivent correspondre aux descriptions, les vidéos également, et les documents doivent correspondre au produit qui est vendu. L'état annoncé sur l'annonce doit correspondre à l'état réel du produit. Parce que s'il y a une incohérence, forcément, on ne va pas vouloir acheter du tout. Et le dernier point que je mettrais, c'est la traçabilité. Parce qu'une information, elle va toujours être plus forte lorsqu'elle peut être comprise, suivie, et si l'information, elle peut justement être vérifiée. Et finalement, en fait, on se rend compte que les 3 informations, elles sont vraiment au cœur de la confiance. Parce que la confiance ne va pas forcément reposer sur une promesse, parce que maintenant, à l'heure actuelle, les vendeurs, ils nous disent on vous promet que le produit est bien, faites-nous confiance. Mais en fait, on ne peut pas faire confiance alors qu'on n'a pas accès à quelque chose d'organisé et d'hiérarchisé en fait. On peut avoir confiance lorsqu'on nous montre les choses telles qu'elles sont. Maintenant, c'est faites-moi confiance, en fait, ce que je vous vends, c'est bon. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que tout ça, en fait, finalement, doit reposer sur la fiabilité. Et c'est pour ça qu'après réflexion, je me suis dit, mais si on essayait justement de faire les choses autrement et si on essayait d'apporter une autre approche. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis demandé, mais à quoi pourrait ressembler une autre approche ? Ça pourrait être une approche où on ne se contente pas tout simplement de publier quelques photos et quelques lignes de description et de se dire ça va aller, mais une approche où en fait l'état d'un objet va pouvoir être documenté et de manière plus claire et organisée avec un passeport du sac. Où les informations elles vont être plus faciles à comprendre et elles vont être plus faciles à vérifier et à comparer également. Car l'objectif n'est pas de supprimer tous les risques parce que le risque zéro n'existe pas, mais l'objectif c'est de permettre aux acheteurs
de prendre des décisions avec davantage d'informations. L'objectif, c'est pour nous, en fait, en tant qu'acheteurs, de pouvoir, en fait, acheter, mais avec des informations où on va avoir davantage confiance. Et aussi aux vendeurs de présenter leur objet avec davantage de transparence. Et c'est cette réflexion-là qui est à l'origine de Signature. C'est justement une initiative construite autour d'une idée simple qui est de renforcer la confiance grâce à des informations qui vont être beaucoup plus cohérentes et beaucoup plus traçables. Parce que quand on regarde, le problème de seconde main n'est pas seulement un problème d'offre, parce qu'on en est inondé chaque jour, mais le problème, c'est la difficulté à faire confiance dans ce qu'on achète. Parce qu'on fait face à l'heure actuelle à des descriptions qui sont subjectives, des photos qui vont être incomplètes, des informations qui vont être parfois impossibles à vérifier. Et on se retrouve aussi à devoir nous-mêmes faire des recherches avant de pouvoir acheter sereinement. C'est précisément en fait ce constat-là qui m'a poussée à créer Signature. Donc Signature a une ambition qui est de rendre l'achat de seconde main beaucoup plus transparent, beaucoup plus clair et beaucoup plus rassurant. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui Signature n'en est qu'au début, mais c'est un projet que je vais construire. Alors si cette vision te parle, dis-moi en commentaire et surtout raconte-moi ton expérience en seconde main. Et aussi raconte-moi ton expérience en seconde main. Et n'oublie pas aussi d'appuyer sur le bouton s'abonner. Finalement, je voulais aussi répondre à la question principale. Donc, faire une conclusion à cette question qui est: pourquoi acheter un sac de seconde main est-il encore aussi stressant en 2026 ? En fait, je pense que le problème, ce n'est pas un problème de sac, ce n'est pas un problème de produit, ce n'est pas un problème de plateforme, c'est avant tout un problème de confiance. Parce que lorsque les informations sont difficiles à vérifier, qu'on va faire face à des descriptions qui sont subjectives et qu'on doit nous-mêmes mener notre propre enquête, c'est compliqué de faire confiance. Et le problème, c'est que vu qu'on se met à douter sur tout et pour tout lorsqu'on veut acheter en seconde main, on n'a plus confiance et on n'a plus du tout envie d'acheter.